qu'on démarre. Bienvenue à ce rendez-vous R&D organisé par l'association TRAM en partenariat avec l'INRAE aujourd'hui sur la thématique des paiements pour services environnementaux. Donc on a un créneau d'une heure et demie environ dédié à cette thématique. L'objectif de ce rendez-vous R&D d'aujourd'hui, c'est de partir des enseignements des projets Consolé et l'APSE auxquels TRAM et INRAE ont participé ces dernières années, afin de tenter de répondre à la question de savoir si les paiements pour services environnementaux peuvent être des outils mobilisables par les agriculteurs et les collectifs agricoles pour être acteurs de la transition agroécologique des territoires. Je suis Hélène Paillard, donc je suis salariée de TRAM et donc j'ai travaillé sur ces deux projets depuis avril 2020 et m'accompagne aujourd'hui sur ce sujet Alice Issanchou, qui est chargée d'études et de recherche à l'INRAE. Je vais peut-être laisser se présenter très rapidement si elle le souhaite et puis ensuite on va démarrer. Bonjour à tous. Je renouvelle les remerciements d'Hélène pour participer à ce webinaire pour vous présenter nos résultats de ces deux projets de recherche et puis les rendre, nous l'espérons, opérationnels et utiles plus largement dans la communauté. Donc, avant de démarrer, juste vous prévenir que ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement. Voilà. Et vous prier d'être vigilant sur le fait de couper votre micro lorsque vous n'intervenez pas pour éviter toute perturbation auditive pour les autres participants. Et puis, on va pouvoir démarrer. On va donc répartir donc, le temps de parole de ce rendez-vous R&D en 3 parties. Nous avons prévu un temps d'échange et de questions après chacune de ces parties pour pouvoir répondre éventuellement à vos questions et prendre vos remarques sur chacun de ces sujets. Pour démarrer, nous allons donc commencer par une définition en fait, des PSE. Avant ensuite d'aborder la question de l'acceptabilité de ces nouveaux contrats innovants, ce qui a notamment été étudié dans le projet Consolé, qui est un projet de recherche-action, de recherche européenne sur la question des nouvelles solutions contractuelles pour la fourniture de biens et de services environnementaux par l'agriculture et la foresterie. Et enfin, on se penchera sur les enseignements plus locaux du projet LabPSE, Laboratoire des paiements pour services environnementaux, qui a permis de mener une expérimentation sur 4 territoires pilotes dans le Grand Ouest de la France ces dernières années. Donc, tout d'abord, les paiements pour services environnementaux, qu'est-ce que c'est ? Pour répondre par cette question, on va commencer par s'intéresser à ce qu'est un service environnemental, qui est vraiment la notion clé, car c'est l'objet du paiement qui sera mis en place. Un service environnemental, ce sont donc des actions mises en place par l'homme qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société retire des avantages. Sur le schéma que vous pouvez voir, les services environnementaux sont vraiment situés au niveau de la première flèche, c'est-à-dire l'action de l'homme qui va permettre d'améliorer le fonctionnement des écosystèmes, leur état, leur fonctionnement, différentes fonctionnalités. Et lorsque ces écosystèmes sont, on va dire, un fonctionnement correct ou optimum, cela permet de rendre des services qu'on appelle là donc des services écosystémiques, dont la société humaine dans son ensemble retire divers avantages, que ce soit en termes de régulation du climat, du cycle de l'eau, de fourniture tout simplement d'alimentation en énergie, de services plutôt d'ordre culturel et de bien-être en profitant d'un paysage et d'une nature en bon état. Donc, ce qui est l'objet du paiement pour services environnementaux, c'est vraiment là où on se situe au niveau de la première flèche, les actions rendues par l'homme, et donc là, dans notre cas plus précisément, par les agriculteurs, pour permettre cette amélioration et ce maintien de la fonctionnalité des écosystèmes. Ce qui sera donc l'objet du PSE n'est pas, il faut éviter toute confusion avec les services écosystémiques, qui là sont vraiment des services rendus par la nature à la société humaine, entre autres, et qui ne font pas donc l'objet
de la monétisation et de la contractualisation dont on va parler par la suite. Qu'est-ce qu'un PSE? Le PSE, donc, c'est le paiement qui va être mis en place pour rémunérer les agriculteurs pour leurs actions qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes, donc les services environnementaux qu'ils réalisent, dont la société va retirer des avantages et des biens écosystémiques. La logique étant que les agriculteurs, par certaines pratiques vertueuses, peuvent permettre d'améliorer les fonctions écologiques des écosystèmes, c'est ce qu'on appelle donc les services environnementaux, et que ces écosystèmes en bon état vont permettre de rendre des services écosystémiques qui vont bénéficier à l'ensemble de la société. Et l'idée serait donc que les personnes qui bénéficient, l'ensemble des bénéficiaires puissent contribuer au financement des actions qui sont réalisées spécifiquement par les agriculteurs. Les éléments constitutifs du PSE, donc on est vraiment sur une transaction volontaire, c'est-à-dire un contrat, pas quelque chose qui soit une obligation légale ou toute autre contrainte qui puisse être environnementale, exigence environnementale qui puisse s'imposer. Là, on est vraiment sur une notion de volonté d'adhérer à ce contrat, dans laquelle un service environnemental, qui est donc l'objet de ce contrat, est bien défini, clairement défini, et sera acheté par au minimum un acquéreur, à au minimum un fournisseur. Si et seulement si ce dernier, le fournisseur, sécurise la fourniture du service. C'est la notion de conditionnalité à laquelle on va revenir tout de suite après. En termes de critères d'efficacité des PSE, donc quand on parle d'efficacité, on peut, d'un point de vue économique, son attractivité pour les agriculteurs. Pour que le PSE soit efficace, il faut qu'il soit incitatif et attractif pour les agriculteurs, qui aient envie d'y adhérer et de lancer un changement de pratique ou mettre en place de nouveaux services environnementaux sur les exploitations, mais également efficacité d'un point de vue environnemental pour atteindre des objectifs ambitieux et si possible périns. Et donc, dans ces critères-là, ont été définis donc, la conditionnalité, comme je peux vous en parler juste avant, qui est le fait que si le service environnemental n'est pas effectivement rendu, il n'y aura donc pas de paiement. Vraiment, le paiement est effectué vraiment à la seule condition que ce service environnemental soit réellement rendu. Et comme deuxième critère, l'additionnalité, qui repose sur le fait que s'il n'y avait pas eu ce paiement pour services environnementaux mis en place, il n'y aurait pas eu d'amélioration de la situation, pas de service rendu. Le degré, on va dire, zéro de l'additionnalité, c'est la réglementation. On ne peut pas rémunérer quelqu'un pour remplir ses obligations réglementaires et légales. Il faut forcément que ce soit plus exigeant que cette réglementation afin de permettre vraiment une progression ou un maintien qui n'aurait pas été permis s'il n'y avait pas eu ce dispositif incitatif. Je vais laisser maintenant la parole à Alice pour compléter ses propos sur les PSE. Parce que, effectivement, bon, une fois qu'on a dit ça, il reste une très large marge de manœuvre en fait, pour ce qui est un paiement pour service environnemental. Et de fait, c'est un outil qui peut prendre de multiples formes. Alors, dans le cadre du projet européen Compte Soleil, il y a 4 types de contrats qui ont été définis. Les contrats basés sur les résultats, les contrats collectifs, les contrats de chaîne de valeur et les contrats basés sur le foncier. C'est une grille de lecture comme une autre, mais qui permet de se repérer sur quelques grands types de PSE. Alors, les contrats basés sur les résultats, c'est des contrats donc, de paiement pour services environnementaux dont le critère pour évaluer si le service environnemental a été rendu va être sur la base de résultats en termes de services écosystémiques. Un exemple, c'est par exemple en Irlande, avec le programme public de Buren, qui est un programme de conservation de la biodiversité des paysages. Eh bien, la rémunération se fait à la fois sur la base des actions et sur la base des résultats via une mesure de la santé de l'habitat sur un score de 1 à 10 à partir de 9 critères. Et le paiement, il y a une partie du paiement qui va être proportionnelle à la qualité du résultat rendu. Ça, ce sont les contrats basés sur les résultats. Le contrat collectif, c'est
un contrat qui donc concerne un collectif. Exemple, en Bulgarie, il y a des contrats entre, d'une part, une municipalité et d'autre part, un groupe d'agriculteurs qui s'engagent collectivement à un ensemble de pratiques pour améliorer, en l'occurrence, la gestion de l'eau. Un exemple de contrat de chaîne de valeur, de contrat de filière, c'est un contrat qui est peut-être plus facilement visualisable. Ça va être, par exemple, un type de contrat tel que mené en Italie par l'entreprise Barilla, qui contractualise avec certains de ses fournisseurs agriculteurs, avec obligation de moyens en faveur de la biodiversité. Et ces efforts consentis par les agriculteurs sont valorisés sur une gamme de biscuits. Alors, les contrats basés sur le foncier, en fait, c'est des baux environnementaux d'une certaine façon. Là, on vous propose un exemple. En Allemagne, une église protestante qui a des contrats de fermage avec obligation de protection de la nature et de l'environnement. Et en lien avec ce critère d'additionnalité qu'évoquait Hélène, ces obligations de protection de la nature et de l'environnement vont au-delà de ce que prévoit la réglementation en Allemagne. Alors, ces quelques petits exemples que je viens de vous citer, ils sont tirés de cas d'études consolés. Donc, dans le PDF qu'on ne pourra pas vous envoyer, vous avez un lien hypertexte pour accéder à l'ensemble de ces cas d'études qui sont en anglais. Et ils sont également repris dans le benchmarking qui a été effectué dans le cadre du projet de la PSE, cette fois-ci en français, et qui est également accessible via un petit lien hypertexte. Alors, outre le fait qu'ils puissent prendre plusieurs formes, ça peut aussi relever de différents législations. Par exemple, selon que l'acheteur soit privé ou soit public, on a vu dans les 4 petits exemples que je viens de vous présenter que tantôt c'est des programmes publics, tantôt comme pour les contrats chaîne de valeur, l'exemple qui était pris, on est sur un PSE privé. Et en fait, qu'est-ce qui détermine qu'on soit sur un PSE privé et public? C'est la nature de l'acheteur qui ensuite détermine le droit applicable. Quand on a un acheteur privé, que ce soit une association, une entreprise, des particuliers, c'est le droit des contrats, le code civil qui va s'appliquer avec une très grande liberté contractuelle. Et dans le cas où c'est un acheteur public, par exemple comme l'État, eh bien, dans ce cas-là, selon la nature du paiement, on va être soit dans le cadre d'aide d'État, soit dans le cadre de la commande publique, mais c'est donc le droit public qui va s'appliquer. Alors, historiquement, les PSE, ce sont d'ailleurs d'abord des paiements publics. Il y a 2 grands types de PSE qui sont financés par des personnes publiques, les aides agricoles et la commande publique, qui reprennent les deux éléments que nous venons d'évoquer. Alors, les aides agricoles, elles sont interdites hors PAC, sauf aide de minimis, et donc rapidement plafonnées. On est rapidement contraint, notamment pour avoir des paiements qui soient proportionnels à l'effort qu'on demande aux agriculteurs dans le cadre de certains services environnementaux qu'on voudrait contractualiser. Ces aides, elles sont également limitées par la règle du surcoût et du manque à gagner, par exemple pour les mesures agro-environnementales et climatiques. Et puis, d'autre part, le gros des aides PAC est découplé de la production et donc d'une certaine façon de l'environnement, puisque ce sont souvent des coproduits. De sorte que pour l'instant, dans le cadre des aides agricoles, ce n'est pas l'environnement qui rend les agriculteurs riches. Alors, une autre forme de PSE qui peut être financée par les personnes publiques, ça peut être via la commande publique, qu'elle vienne de l'État ou de collectivités territoriales. Par l'État, ça peut, par exemple, prendre la forme d'une politique de biodiversité comme celle des énergies renouvelables. On peut penser aux obligations d'achat d'EDF. Pour les collectivités territoriales, ça peut être en lien avec des coûts évités, par exemple pour la production d'eau potable ou pour les dommages des algues vertes. Dans tous les cas, il peut y avoir des problèmes d'indicateurs, qu'on soit dans des aides agricoles ou des cas de commande publique, des problèmes d'indicateurs pour évaluer finalement la qualité ou l'efficacité du service rendu. Car si, comme Hélène vous le rappelez, le service environnemental, on est bien sur une action de l'agriculteur qui a un impact sur les écosystèmes et leurs fonctionnalités, l'objectif en bout de course, c'est bien d'avoir un impact sur la qualité du service écosystémique, finalement sur les bénéfices qu'on va en retirer. Et il n'est pas toujours évident d'avoir les bons indicateurs, à la fois pour bien évaluer le service écosystémique d'une part,
mais également pour bien faire le lien entre le service environnemental d'une part et le service écosystémique d'autre part. Donc ça, c'est une première problématique. Et ce qui peut être également problématique dans le cadre de PSE financés par des personnes publiques et notamment dans la commande publique, c'est que il peut y avoir des difficultés pour cibler finalement ceux qui vont recevoir le paiement. Par exemple, dans le cadre de l'exemple que vous connaissez peut-être de l'initiative des eaux du bassin rennais avec Terre de Source, ils ont dû quand même faire preuve d'une certaine inventivité pour réserver leur paiement aux agriculteurs locaux. Ça a un certain sens puisque la qualité de l'eau, ça revêt un caractère territorial, mais il y a quand même des règles à respecter dans la commande publique et donc il faut être un petit peu astucieux. Les PSE privés, quant à eux, sont beaucoup plus souples du point de vue contractuel. Alors les acheteurs, ça va être des acteurs donc privés, entreprises, associations citoyennes, comme on le mentionnait précédemment. Alors cette fameuse liberté contractuelle, c'est résumé dans le fait que le service, les paiements, les termes du contrat sont négociés librement. On a cette notion que rappelait Hélène de volontariat, de négociation et d'une assez grande souplesse, qui fait qu'il y a une possibilité de payer de manière incitative, c'est-à-dire qui va au-delà du surcoût du manque à gagner. Possibilité aussi d'une durée de contrat qui soit plus longue ou plus courte, par exemple, que ce qui est classiquement fait pour les mesures agroenvironnementales et climatiques, qui sont 5 ans. Innovation aussi plus facile pour établir et vérifier la réalité du service rendu, puisque ce qui compte, c'est d'avoir qu'il y ait cette notion de confiance aussi au sein du contrat. Donc, on peut tout aussi bien avoir des indicateurs très simples que très compliqués. Ça fait partie de la liberté contractuelle que de s'accorder sur les indicateurs. Et d'autre part, rien, contrairement à une commande publique ou des aides PAC, par exemple, qui sont quand même très descendantes, dans ce type de PSE, rien n'empêche les agriculteurs d'être à l'initiative du paiement pour service environnemental. Alors, certaines faiblesses des mesures agro-environnementales et climatiques subsistent que j'ai évoquées précédemment, notamment liées à l'incertitude des causalités entre pratiques agricoles et par exemple biodiversité, mais éventuellement aussi d'autres types de services écosystémiques. Une des variables aussi qui reste un peu floue, c'est les coûts de transaction qui sont associés à la définition des services environnementaux et des contrats qui peuvent être aussi assez élevés. Les coûts de transaction, c'est finalement qu'est-ce que ça coûte le temps, par exemple, qu'on peut passer à définir les termes de contrat, à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment comme service environnemental, trouver éventuellement des fournisseurs, ou si ce sont des agriculteurs, le temps passé, l'argent aussi consacré à cette recherche d'acheteurs potentiels. Donc, tous ces coûts de transaction, il n'y a pas forcément beaucoup de visibilité dessus. Et un autre problème qui subsiste, qui n'est pas forcément réglé d'emblée avec les PSE privés, c'est les problèmes d'agglomération spatiale, voire temporelle, des actions des agriculteurs, toujours dans cette idée d'avoir un service écosystémique en bout de chaîne qui soit réel et qui ait un impact au moins notable, sinon conséquent. Alors, une troisième question qu'on pourrait se poser, c'est finalement, pourquoi est-ce que des personnes privées financeraient-elles des biens publics comme la biodiversité? Il y a quand même une raison pour laquelle, historiquement, les paiements pour services environnementaux sont plutôt des contrats publics, c'est parce qu'a priori, c'est quand même l'État ou c'est quand même, on va dire, la puissance publique qui a le plus de visibilité. Ouais. Et aussi, une meilleure marge de manœuvre pour déterminer quels sont les objectifs en termes de services. Derrière, tu vois les étagères noires dans la cuisine, c'est derrière l'une des deux plus à droite au niveau de la première étagère du bas, quoi. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que des personnes privées, finalement, reprendraient ce rôle qu'on pourrait associer à celui de la puissance publique?
Pas finalement parce qu'elles aussi, elles en ont un intérêt. Ça rentre tout à fait dans le cadre de leur stratégie ou dans leur politique de responsabilité sociétale, d'une part. C'est aussi tout à fait aligné avec des aspects, par exemple, de comptabilité 3 capitaux, comptabilité intégrée. Ce sont des choses voilà, qui peuvent être valorisables pour une entreprise dans ce cadre-là, mais aussi de manière un petit peu plus pragmatique quand cela touche à leur outil de travail ou à une ressource dans lequel elles ont besoin. Donc, ça va plutôt être pour des coûts évités par certaines entreprises. On pense notamment, par exemple, à des assurances, à des entreprises d'assurance, par exemple, qui pourraient avoir intérêt à diminuer les risques d'inondation, ou des entreprises d'embouteillement d'autres sources qui ont intérêt, elles aussi, à préserver une ressource en eau potable de qualité pour diminuer les coûts de traitement. Alors, pour illustrer, voilà un exemple. Alors là, c'est un exemple finlandais, c'est un exemple du consolé qui a été recensé par nos collègues sur une plateforme internet de crowdfunding. Donc là, c'est un service environnemental qui est ici rendu par des forestiers, qui est financé par des acteurs privés, un ensemble de financeurs privés, puisque c'est du crowdfunding et ce sont les citoyens qui donc financent ce PSE sous la forme d'une contribution pour le climat et la restauration de la biodiversité. Parce que l'idée ici, c'est de restaurer des tourbières et ce faisant de maintenir, voire d'augmenter la quantité de carbone qui est stockée dans ces tourbières. Alors, si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous pouvez accéder au site Consolé. Alors, comme on l'a déjà évoqué, les PSE privés, ça peut permettre à des agriculteurs de se lancer dans un PSE sans forcément attendre un dispositif public. Alors, il y a plusieurs initiatives, notamment dans l'ouest de la France, voilà, qui ont fait ce pari. Donc, d'une part, l'association Allium, créée début 2018 et qui regroupe des professionnels de la profession agricole voilà, qui propose des paiements pour services environnementaux. Une autre initiative, c'est l'association Solenat, créée, elle, en 2021 par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et la FRSEA, ainsi que les jeunes agriculteurs et puis les 5 FDSEA de la région, à la suite du projet Carbocage, et qui propose aussi des paiements pour services environnementaux. Donc, en faisant le lien entre des agriculteurs d'autre part et puis des acheteurs à la fois publics et privés d'autre part. Et puis, le projet de la PSE, donc porté par l'association Tram, qui n'a pas encore abouti à une association bien formée, mais qui a permis aussi d'exploiter, alors cette fois-ci, et Hélène vous en parlera dans plus de détails dans la troisième partie de ce webinaire, mais sur une démarche de PSE territoriaux à l'initiative de collectifs agricoles. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous montrer la diversité. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de prendre quelques questions. Il y a déjà une question dans le chat, mais vous pouvez mettre vos propres questions ou lever la main si vous avez des questions de compréhension ou de détails sur cette première partie où on a essayé finalement de présenter voilà, quels sont les paiements pour services environnementaux, la diversité, pour qu'on se mette un petit peu d'accord tous ensemble sur ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, un commentaire de Monsieur Lhomme. Alors, j'imagine que vous parlez effectivement des contrats basés sur le foncier. Quelle plus-value entre le PSE et un bail environnemental assorti d'indicateurs? Eh bien, en fait, c'est plutôt qu'un bail environnemental avec des indicateurs, c'est une forme, ça peut être considéré comme une forme de paiement pour service environnemental, sauf que dans ce cas, le paiement, ça ne va pas être sous la forme, entre guillemets, puisque ce n'est pas forcément le bon terme, mais d'un bonus. Ce n'était pas sur les PSE fonciers, c'était sur l'exemple allemand.
entre l'Église d'Allemagne et les fermages avec obligation environnementale. Et bah, du coup, dans cet exemple-là, il me semble que c'est ce qui ressemblerait en France à un bail environnemental avec, avec des contraintes peut-être plus précises, mais du coup, ça s'apparente à un bail environnemental. Et donc, ça peut être considéré comme une forme de paiement pour service environnemental. Okay. Voilà. Ok, merci. Alors, une autre question. Confirmez-vous que si une structure publique, chambre d'agriculture par exemple, entre dans la chaîne de financement, les règles du PSE deviennent publiques? Alors, c'est peut-être Hélène qui va compléter en tant que juriste, mais je pense que ça dépend aussi où on se situe. Si par exemple le paiement pour service environnemental, on considère vraiment que ces contrats entre un agriculteur et puis une autre structure qui commande le service environnemental, si par exemple l'agriculteur contractualise, par exemple, je veux dire avec Solénat, puisque de fait ils ont des contrats entre Solénat et un agriculteur, là on a toujours un contrat entre deux acteurs privés et ça reste un PSE privé. Et si la structure publique, ensuite, par ailleurs, elle donne des fonds à Solénat, là, c'est peut-être encore autre chose, même si ça sert à payer le paiement pour service environnemental. Je pense que ça dépend de comment, vraiment comment le paiement est structuré et quelle structure il y a derrière et comment ce transfert de fonds est organisé. Hélène, peut-être Ouais. Oui, c'est juste ce que tu disais, ça dépend tout à fait du montage juridique, contractuel qui va être mis en place. Est-ce qu'il y a des intermédiaires ou pas entre l'agriculteur et l'éventuelle personne publique qui serait financeur? Dans tous les cas, il est certain que dès lors qu'il y a des fonds publics impliqués dans un montage de PSE, on est quand même soumis à des contraintes réglementaires plus importantes que lorsqu'il n'y a que des personnes privées impliquées. Et notamment lorsqu'il y a une structure intermédiaire qui fait, on va dire, qui contractualise d'un côté avec les financeurs et de l'autre avec les agriculteurs, il y aura un réel point de vigilance pour cette structure-là sur la gestion des fonds publics. Parfois, il peut être recommandé éventuellement que les fonds publics soient plutôt fléchés sur notamment les frais de fonctionnement de la structure intermédiaire plutôt que sur le financement des contrats PSE en tant que tel pour éviter justement certaines contraintes réglementaires. Ce n'est pas le sujet le plus simple, en tout cas dans les PSE, effectivement, dès lors qu'il y a des financeurs publics qui s'impliquent autrement que par les cadres habituels d'appel à projets, subventions ou via la commande publique, ça nécessite en tout cas de s'entourer de conseils juridiques avisés. Voilà. J'espère que la réponse était satisfaisante ou en tout cas à taper dans le mille. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres éventuelles questions? Bien, en ce cas, on vous propose de passer à la seconde partie. Donc, là, nous venons donc de présenter globalement qu'est-ce qu'on peut appeler un paiement pour service environnemental. On a aussi évoqué le fait que, en particulier dans le cadre de paiements pour services environnementaux, donc privés, effectivement, à l'initiative des agriculteurs, des exemples de PSE à l'initiative des agriculteurs, finalement,
tous les exemples qu'on a proposés là dans la dernière diapo, enfin, même si c'était parfois en lien, souvent d'ailleurs en lien avec des projets de recherche, je pense notamment à l'IOM, à Solenat ou même à la PSE, il y a bien une initiative qui vient quand même, il y a des agriculteurs volontaires pour faire partie de ces projets et pour essayer de monter des paiements pour services environnementaux. C'est particulièrement le cas dans la PSE, puisque c'est vraiment l'idée voilà, d'avoir des agriculteurs qui, là, choisissent, élaborent vraiment collectivement l'offre de services environnementaux qu'ils veulent ensuite proposer à des acheteurs. Donc ça, par exemple, typiquement, dans ce que va vous présenter Hélène en troisième partie, vous aurez 3 exemples de PSE vraiment à l'initiative d'agriculteurs. Et donc, par exemple, l'exemple de Solenat, on reste aussi sur des initiatives qui sont quand même portées par des agriculteurs aussi. Alors, dans le benchmarking, la PSE, il y a aussi d'autres initiatives, je pense. Alors, je risque d'écorcher leur nom, mais je crois que c'est les vignerons de Buzet, qui aussi sont à l'initiative de PSE. Donc, vous trouverez un petit peu plus de détails sur le site de la PSE, ou même directement auprès des vignerons de Buzet. Il me semble qu'ils communiquent assez bien. Voilà, mais il y a quelques exemples, effectivement, de PSE qui sont vraiment à l'initiative des agriculteurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on vous propose maintenant, et puis après vous nous direz à la toute fin de l'exposé si nos exemples vous ont convaincu ou si vous avez d'autres questions, mais effectivement, des PSE peuvent être à l'initiative d'agriculteurs, mais néanmoins, une question qui peut quand même être intéressante pour guider éventuellement un collectif agricole pour avoir une offre qui soit intéressante et qui donc généralement nécessite d'avoir un certain nombre de participants. Et même si un petit collectif, généralement on est plutôt sur un petit effectif, peut être à l'initiative d'une offre de service environnemental, souvent on vous évoque. Donc machine à laver, sèche-linge et tout. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais... Pour que le service soit efficace, soit conséquent, il faut qu'un certain nombre d'agriculteurs soient impliqués. Et ce qui fait que l'initiative parte d'un groupe d'agriculteurs ou que ce soit un peu plus descendant, on va rapidement être confronté à cette nécessité, dans la plupart des cas, d'avoir un dispositif qui reste attractif pour d'autres agriculteurs. Et donc, dans le projet européen Consolé, c'est une des questions que l'on s'est posées sur l'acceptabilité de différents contrats de paiement de services environnementaux basés sur les 4 grands types de contrats que je vous évoquais, contrats fonciers, collectifs, de filières et basés sur les résultats. Alors, au total, sur les 13 pays qui font partie du consortium, 2721 agriculteurs et forestiers ont été interrogés, 130 agriculteurs dans le Grand Ouest, et puis, d'autre part, 447 autres parties prenantes en Europe, dont 25 en France. Et ces autres parties prenantes, en fait, c'est tous les acteurs qui peuvent graviter autour des agriculteurs et autour d'un éventuel contrat de paiement pour service environnemental, que ce soit les financeurs, les conseillers agricoles ou les animateurs de groupe. Et l'objectif, alors, ce qui est aussi intéressant dans Consolé et dans la PSE et de vous présenter les deux, c'est que pour le coup, Consolé, on est sur un projet européen, sur un projet en 2020. L'idée, c'est aussi d'étudier ce qui peut être en lien avec une éventuelle future PAC, d'éventuelles mesures agro-environnementales. Et la PSE, on est vraiment sur du PSE privé à initiative d'agriculteurs. C'est un peu de combiner les deux points de vue. Donc, l'objectif à travers cette enquête, c'est de voir quelles pourraient être des nouvelles solutions contractuelles qui pourraient être proposées aux agriculteurs pour promouvoir les services environnementaux.
Alors, quels sont l'intérêt de ces différents types de contrats? Alors, les contrats fonciers, ils sont intéressants parce qu'ils permettent d'engager les propriétaires pour des actions qui soient pérennes, c'est-à-dire qui durent dans le temps. On est dans l'aspect cohérence temporelle des services environnementaux, c'est-à-dire s'assurer que le service environnemental est rendu dans la durée. Et donc, pareil pour les services écosystémiques dont nous profitons en bout de chaîne. Les contrats de filière, leur intérêt, c'est de limiter les coûts publics, puisque c'est forcément pratiquement tout le temps des acteurs privés, et c'est d'engager, outre l'agriculteur qui rend le service environnemental, le consommateur et puis toute la filière, puisque le coût qui sera payé, on l'a vu dans l'exemple de Barilla, le service, les efforts qui sont consentis par les agriculteurs, en bout de chaîne, sont payés aussi par les agriculteurs, enfin, par les consommateurs, pardon, qui payent un premium pour une gamme de biscuits qui protège, par exemple, la biodiversité. Les contrats collectifs, quant à eux, leur intérêt, c'est de réduire la dispersion géographique et d'accroître la cohérence géographique, ce qui peut être très intéressant pour certains services. Ça permet une certaine autonomie et liberté du consortium, c'est-à-dire du collectif d'agriculteurs dans le choix des mesures, et d'augmenter le nombre d'adhérents. Et enfin, pour les contrats basés sur les résultats, leur intérêt, ça peut être d'impliquer les agriculteurs dans les effets environnementaux et le choix des pratiques pour les atteindre, puisque l'idée qu'on a un contrat basé sur les résultats, c'est de conditionner le paiement pour tout ou partie sur le résultat en termes de services écosystémiques. Ce qui fait que l'agriculteur est libre des pratiques et des actions à mettre en œuvre pour autant qu'il y ait les services écosystémiques au bout. Ça permet d'innover, tester, d'adapter aussi à ses propres conditions et d'optimiser les coûts au regard des effets environnementaux ciblés. Ça permet une certaine flexibilité pour les agriculteurs et une efficacité budgétaire pour le financeur, puisque ça évite de payer pour des objectifs qui ne seront pas produits. On paye vraiment quand le service écosystémique est rendu. Et donc, c'est plus efficace au niveau environnemental et c'est à moindre coût. Donc là, on est plutôt du point de vue, dans ce dernier point, d'un acheteur. Alors, on a posé différentes questions aux agriculteurs et notamment, à partir des 4 grands types de contrats, quels étaient selon eux les contrats les plus faciles à comprendre. Alors, les plus faciles à comprendre, c'est basé sur les résultats, chaîne de valeur et les régimes basés sur le foncier. La dynamique du contrat collectif était un petit peu plus difficile à bien entrevoir et les parties prenantes, les autres acteurs, avaient le même ressenti. Donc déjà, ça partait un petit peu mal pour le contrat collectif. Et puis, ça s'est concrétisé quand on a demandé aux agriculteurs et forestiers si, selon eux, les différents types de contrats étaient applicables à leur exploitation. Alors, le type de contrat qui paraissait le plus applicable, c'est les contrats basés sur les résultats, et par contre, les contrats collectifs paraissaient les moins applicables. Et en particulier en France, là, la question qui était posée, c'est tous les agriculteurs du consortium reçoivent un paiement commun et ensuite la répartition du paiement des individus est convenue collectivement. Ça, c'est un scénario possible pour la mise en place d'un contrat collectif. Ce n'est pas une définition universelle, mais c'est ce qui a été proposé comme caractéristique du contrat. Et cette caractéristique, vous le voyez avec la proportion de la barre rouge et de la barre orange, diminuer quand même l'attractivité du dispositif, de par en particulier cette disposition. Alors, ce qui fait que globalement, quand on demandait quel contrat a été potentiellement plus bénéfique économiquement pour l'exploitation, eh bien, il y a 2 contrats qui sortent un peu du lot pour dire que ce n'est pas vraiment le cas. C'est le contrat collectif et puis le contrat foncier, en fait, qui est très largement refusé, on le voit à droite, par les agriculteurs en France, qui n'y trouvent pas beaucoup d'intérêt.
encore moins qu'au contrat de mise en œuvre collective. Il peut être intéressant de voir qu'a priori, c'est les contrats basés sur les résultats qui semblaient les plus attractifs, les plus compréhensibles, les plus potentiellement bénéfiques économiquement pour l'exploitation, et où les agriculteurs, on le voit avec les petites barres vertes, le contrat pour lequel ils avaient l'air d'être les plus enclins à souscrire. Alors, nous, en France, on a complété cette enquête donc, qui a été faite sur les 13 pays du consortium. On l'a complétée par une petite enquête supplémentaire, la méthode des choix. Alors, la méthode des choix, en fait, c'est un genre de jeu, si on veut, où on a un scénario. Et basé sur ce scénario, on va proposer des contrats de paiement de services environnementaux aux agriculteurs en modifiant les caractéristiques de ces contrats pour essayer de voir finalement lesquels sont les plus attractifs pour les agriculteurs, qu'est-ce qui ferait, qui rentrerait ou pas dans ce genre de dispositif. Donc là, le scénario était le suivant, un contexte d'érosion et de lessivage des sols agricoles qui mène à une détérioration de la ressource en eau, donc une dégradation du service en termes de dépollution et de traitement de l'eau et de restauration des milieux. Alors, certaines pratiques permettent de prévenir ces risques, notamment l'implantation de haies et la mise en place d'une couverture de sol. Alors, la méthode des choix, ou comme on dit en anglais, choice experiment, l'objectif, c'est d'identifier les préférences des agriculteurs vis-à-vis de différentes caractéristiques de contrats innovants. Donc là, on est sur un contrat qui a une disposition collective et aussi avec un petit aspect basé sur résultat. Puisqu'en effet, on va leur présenter, donc à chaque fois, on a ce qu'on appelle, ce que vous avez là en image, des cartes de choix. C'est-à-dire, ils ont 8 cartes de choix. Sur ces cartes de choix, on leur propose un contrat A, un contrat B, ou de rester à l'état initial, de souscrire à aucun contrat. Et à chaque fois, on va modifier les modalités qu'il y a dans le contrat. Alors là, on a 4 attributs qui caractérisent les différents contrats. Des attributs sur les pratiques, le service environnemental, on va dire en tant que tel, sur les haies et la couverture du sol. Le haies, il y a 3 niveaux en termes de linéaire. La couverture du sol, il y a aussi 3 niveaux sur le taux de couverture moyen de la SAU. Le 3e attribut, c'est les paiements individuels qui sont répartis sur les 4 niveaux. Et il y a un 4e attribut qui est sur le bonus de parrainage, combiné ou non à un bonus de résultat collectif. Ce qui fait que quand il y a le bonus de parrainage, donc il y a plus 450 € par agriculteur parrainé, en une fois, un agriculteur, pof, 450 €. L'idée, c'est justement d'inciter les agriculteurs à augmenter le nombre de personnes qui participent au dispositif pour ces histoires de cohérence géographique notamment, ce qui est particulièrement pertinent dans le cadre des problématiques d'eau évoquées. Et donc, qu'on combine ou non au bonus de résultats collectifs. Et donc là, l'idée, comme on est sur finalement la qualité de l'eau d'un cours d'eau, c'est quand la qualité de l'eau augmente de sorte à ce qu'on change de catégorie, on va dans la catégorie supérieure, eh bien, il y a un bonus de 50 € par hectare de SAU qui est réparti à tous les agriculteurs. Et donc, comme je vous le disais, les choix vont se faire entre 2 contrats à chaque fois qui seront issus de combinaisons de différents niveaux d'attributs. Donc, on a posé ces questions aux 120 agriculteurs. À chaque fois, ils ont fait leur choix entre 8 cartes de choix qui étaient différentes pour chacun des agriculteurs. On traite ça à partir de moyens statistiques. Donc, on va vous épargner. Et puis, à l'arrivée, ça nous a donné les résultats suivants. Il s'est avéré que les répondants, ils préféraient, ce qui peut être intuitif, voilà, il peut être assez intuitif, mais ça confirmait qu'ils préféraient les contrats avec un bonus de parrainage à l'absence de bonus. Mais, de manière assez intéressante, ils préfèrent des contrats sans bonus à un bonus combiné parrainage-résultat collectif, ce qui est un petit peu plus contre-intuitif.
En effet, avec le bonus de parrainage, on a finalement une récompense qui est distribuée en fonction d'un effort individuel, ici pour impliquer de nouveaux agriculteurs. Et donc ça, c'est assez bien accepté. Mais par contre, le bonus collectif de résultats, donc basé sur des réalisations collectives et ensuite distribué de manière égale, ça semble productif finalement, à la fois pour attirer des agriculteurs et puis pour bénéficier de l'effet de bonus de parrainage. Alors cela dit, les comportements restent hétérogènes parmi les personnes enquêtées. Il y a certains qui sont vraiment très peu réceptifs au système de paiement mixte, voilà, quelles que soient les conditions. D'autres semblent plutôt indifférents ou deviennent favorables dès lors que le montant total du paiement est suffisamment attractif. C'est-à-dire que là, on a les histoires de bonus, mais il y a quand même un paiement qui reste fixe, indépendamment des bonus. Et quand ce paiement-là est suffisamment élevé, finalement, les agriculteurs acceptent de prendre le risque de ce bonus sur le résultat collectif. Donc, si on peut résumer finalement ces deux enquêtes et quel PSE finalement semble attractif, semble acceptable par les agriculteurs. Alors, déjà, ce qui est assez encourageant, c'est qu'il y a un intérêt pour les contrats innovants de la part des personnes enquêtées, que ce soit les agriculteurs, les forestiers ou les autres parties prenantes, que les contrats les plus attractifs et acceptables sont les contrats basés sur les résultats ainsi que les contrats de filière, et que par contre les contrats collectifs sont les moins attractifs, car ils sont perçus comme moins rentables et moins applicables. Et notre complément d'enquête, ça montre qu'il y a quand même un attrait pour le bonus de parrainage qui va au-delà même de la recherche de profit, mais qui, par contre, il y a un rejet plus large du bonus de parrainage quand il est couplé à ce bonus de résultats collectifs. Alors, nos limites, c'est que les obligations de moyens qu'on a imposées restent assez faibles au regard de certaines des sommes proposées et que dans notre échantillon, on n'est pas forcément représentatif, d'ailleurs, on n'est pas représentatif des agriculteurs du Grand Ouest. Donc, ça peut limiter, on va dire, la portée de généralisation des résultats. Mais c'est quand même des pistes qui nous semblent intéressantes, justement, quand il s'agit d'élaborer des projets de PSE, y compris à l'initiative d'agriculteurs. Alors, avant de passer donc, à la troisième partie, on peut prendre quelques questions qui porteraient plus spécifiquement sur ces enquêtes et leurs résultats. Alors, comment l'échantillon a été établi pour l'enquête? Alors, en tout cas, en ce qui concerne l'échantillon du Grand Ouest, l'objectif, c'était avant tout d'avoir un nombre suffisamment important d'enquêtés pour que ça ait un sens statistique. Et du coup, en l'occurrence, on a plutôt demandé à des réseaux pour enquêter des agriculteurs, de sorte à ce qu'on... Sur le Grand Ouest, il y a beaucoup, parmi les enquêtés, il va y avoir des agriculteurs bio, des agriculteurs des groupes CETA, des agriculteurs de l'organisation de production laitière du Grand Ouest, principalement. C'est en cela que c'est un petit peu biaisé, puisqu'on a quand même... voilà, on a un échantillon qui n'est pas forcément représentatif de l'agriculture dans le Grand Ouest, mais qui a été établi de sorte à avoir du sens du point de vue du traitement des données. Voilà. Et après, selon les pays, la méthode d'échantillonnage peut un peu varier. Si vous êtes intéressé pour davantage de détails, vous pouvez aller sur le site européen Consolé ou nous demander par mail, puisqu'il y a des délivrables, des documents qui ont été rendus publics
sur le traitement de ces données et sur les grands résultats qui peuvent en être tirés, de manière un petit peu plus précise que ce qu'on vient de vous présenter. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, peut-être juste avant de passer à la troisième partie présentée par Léane, rebondir. D'ailleurs, je remercie beaucoup Monsieur Lhomme qui vous a mis dans le chat un lien vers l'initiative des vignerons de Buzet pour un exemple de paiement pour service environnemental à l'initiative de producteurs et qui commente, c'est plutôt une réduction d'impact, une restauration de services écosystémiques. Alors, sans rentrer forcément dans les détails de l'initiative des vignerons de Buzet, en soi, pour parler de paiement pour service environnemental, pour correspondre aux critères d'efficacité qu'on vous évoquait en début de partie, cette fameuse additionnalité. En tout cas, qu'en tant qu'économiste, pour un dispositif qui soit efficace à la fois économiquement et environnementalement, l'idée, c'est qu'on ait une amélioration par rapport à une situation de base. Et donc, si par exemple, on a un milieu qui se dégrade, le fait que grâce à un dispositif, ça se dégrade moins, même si on n'arrive pas forcément à un niveau que d'autres jugeraient optimal, ça reste un paiement pour service environnemental qui, entre guillemets, en tout cas économiquement, enfin de mon point de vue d'économiste, donc ça reste un biaisé, mais qui reste justifié en termes d'appellation. On a bien une amélioration de la situation grâce à ce dispositif. Si ça correspond bien à ce que vous évoquiez. Voilà, sans forcément faire une analyse très poussée. Mais voilà, c'est pour bien dire que cette notion d'additionnalité, c'est vraiment en considérant une situation de référence, voire même une tendance de référence dans le temps, et d'avoir un dispositif qui permette d'améliorer la situation à la fois présentement et puis sur plusieurs années. D'où l'importance des cohérences temporelles et géographiques qu'on a évoquées tout au long de la présentation sous divers aspects. N'hésitez pas à lever virtuellement votre main ou à mettre des commentaires dans le chat si vous avez des questions. Mais sinon, je propose qu'Hélène vous présente plus particulièrement donc, les enseignements du projet de la PSE et qui illustre pour le coup l'initiative qui vient d'agriculteurs pour mettre en place des démarches de PSE. Et donc, pour terminer ce rendez-vous R&D, on propose de faire un petit focus sur les principaux résultats de ce projet de recherche-action qui a été mené depuis novembre 2018 sur le Grand Ouest, particulièrement en Bretagne et en Mayenne. Alors rapidement, une petite genèse, une petite historique de ce projet laboratoire des paiements pour services environnementaux. C'est un projet qui a émergé suite à un processus de réflexion collective entre agriculteurs, qu'on appelle Living Lab. Suite à ce Living Lab, il est apparu que les agriculteurs étaient intéressés pour travailler, expérimenter sur la valorisation des externalités positives environnementales sur leurs exploitations.
Ça a donc donné naissance au projet La PSE, qui est un projet donc, de recherche-action porté par l'association TRAM, en partenariat avec l'INRAE et avec la collaboration de nombreux autres partenaires, donc du monde de la recherche et de l'enseignement, des collectivités, du monde associatif, du monde de l'entreprise également, les différentes autres institutions, et avec le soutien de financeurs publics comme le CASDAR Innovation du ministère de l'Agriculture et l'Alimentation, de l'ADEME, de la région Bretagne, en partenariat également avec le projet Consolé et avec un financement également de la Fondation de France. Alors, le but de ce projet, c'était vraiment d'expérimenter la mise en place de dispositifs de paiement pour services environnementaux territoriaux sur des territoires pilotes. Ceci étant dit, l'idée était de faire émerger ces dispositifs de PSE en plusieurs phases. La première, c'était donc de produire des offres de paiement pour services environnementaux spécifiques à chacun des territoires, de faire ensuite, dans un deuxième temps, converger ou émerger une demande sur ces mêmes territoires qui correspondent donc à ces offres pour acheter tout simplement et financer ces PSE. Le troisième objectif, c'était tout simplement d'accompagner la signature de ces contrats. Et enfin, la dernière étape, vu que c'était un projet de recherche-action, c'était évidemment la diffusion des enseignements qu'on aura pu retirer donc de ces différentes étapes afin que ça puisse servir au plus grand nombre. Les grands principes ou valeurs de ce projet, l'idée c'était vraiment de se reposer sur une initiative qui parte des agriculteurs, donc une dynamique vraiment qui parte du terrain, de donner l'initiative aux agriculteurs pour tout simplement définir sur quels services environnementaux ils souhaitaient développer une offre pour répondre aux enjeux locaux qui avaient pu être identifiés sur ces territoires. Le deuxième grand principe, c'était vraiment de travailler sur une logique territoriale et multi-acteurs. Et donc, même si l'initiative partait initialement de collectifs d'agriculteurs, c'était rapidement de mettre autour de la table différents acteurs du territoire pour réfléchir avec les agriculteurs et monter cette offre de services environnementaux et ce dispositif de PSE en co-construction. Et enfin, la troisième grande ligne qui avait été décidée au démarrage de ce projet, c'était de se concentrer plutôt sur l'expérimentation de PSE de droit privé, donc avec des financeurs privés, type entreprise notamment, qui soient complémentaires aux politiques publiques déjà existantes sur ces territoires, dans l'idée notamment de se simplifier un petit peu le travail d'un point de vue juridique et contractuel, étant donné les contraintes qui entourent les financements publics, les fonds publics, comme on a pu les aborder un peu plus tôt dans ce webinaire. Donc on avait 4 territoires pilotes d'expérimentation dans le cadre de ce projet, 3 en Bretagne et 1 dans le département de la Mayenne. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de regarder, maintenant que le projet est terminé, territoire par territoire, un petit peu les résultats qu'on a pu obtenir, tout en vous précisant que donc, ce projet est expérimental et que dans la durée d'un peu plus de 3 ans qui a été imparti au projet, on n'a pas pu aller au bout des 4 objectifs qu'on a pu vous citer, étant donné que l'instauration d'une dynamique territoriale de coopération sur ces territoires et l'émergence d'une offre par territoire de services environnementaux c'est en fait révélé déjà des objectifs très ambitieux et ont pris la majeure partie du temps du projet. Donc sur la totalité des territoires, on n'a pas réellement atteint le stade d'un contrat signé entre un acheteur et des agriculteurs offreurs de services environnementaux. Mais vous allez voir, on s'est arrêté du coup sur chacun de ces territoires et les éventuelles prolongations qu'il peut y avoir là, dans les mois et années à venir. Le premier territoire, c'est celui de Brest-Mondarré dans le Finistère, qui était particulier dans le sens où on n'était pas face là à un collectif d'agriculteurs, mais à un seul éleveur au vin, disposant déjà d'un marché public, d'un contrat public avec le service des espaces verts de Brest Métropole pour une prestation d'éco-pâturage un peu spécifique parce que dans le cahier des charges
initial et ensuite, par la suite, ça a été prolongé. Un des critères pour le service espace vert de Brest Métropole, c'est qu'on soit réellement face à un éleveur agriculteur qui est pour objectif la production, là, dans le cas de cet agriculteur, de viande d'agneau. Et non pas de faire appel à un prestataire de services d'éco-pâturage comme il peut en exister maintenant, qui travaille vraiment qui a pour seule activité cette activité de tonte, d'éco-pâturage, en travaillant le plus souvent avec des brebis de réforme. Là, l'objectif, c'était vraiment d'avoir aussi une logique de conservation d'une agriculture urbaine dans le cadre de la commune de Brest. Donc, parmi les acteurs impliqués, on avait donc cet éleveur ovin, le service d'espace vert de Brest Métropole et d'autres acteurs impliqués, dont notamment l'association Bretagne Vivante. Cette offre d'éco-pâturage avait donc pour objectif la gestion écologique des espaces verts, l'introduction d'une race ovine qui soit adaptée et de bonnes pratiques d'élevage pour garantir le bien-être animal notamment. Les bénéfices qui ont pu être observés et retirés, c'est une préservation de la biodiversité, des usages récréatifs et la création ou renforcement de liens sociaux d'un point de vue des habitants de Brest Métropole, une amélioration de la qualité du paysage et une protection de la ressource en eau. Parmi les principaux résultats obtenus, il y a eu la mise en place d'un protocole d'une évaluation de la biodiversité sur les prairies éco-pâturées, donc un protocole de suivi sur plusieurs années pour pouvoir évaluer vraiment l'impact de l'éco-pâturage sur la biodiversité. Une caractérisation des services rendus. On a eu donc sur ces territoires-là plusieurs événements qui ont marqué le cours du projet, notamment le départ de l'éleveur ovin initialement impliqué dans ce contrat de service public, qui a cessé tout simplement son activité d'élevage en cours de contrat. Le marché public a été repris dans un premier temps par un autre agriculteur qui lui-même a dû délocaliser son activité dans un autre département, donc qui a mis fin également prématurément au contrat. Et enfin, un dernier prestataire qui est l'association Vers le Jardin, qui est une association d'agriculture urbaine et de réinsertion sociale qui voit dans ce contrat public l'opportunité de former des personnes en réinsertion sociale au métier de berger et de maintenir l'agriculture urbaine et notamment l'élevage ovin pour la production de viande. Alors, deuxième territoire dont l'offre, vous allez voir, est assez similaire sur le fond avec le troisième territoire que je vous présenterai. Donc sur ce territoire, qui est le territoire de la Haute-Rance, qui correspond donc au bassin versant de la Haute-Rance, qui est l'une des principales ressources en eau de Rennes Métropole, pour ce qui est de l'eau potable, notamment avec la présence du barrage de Rofemel. Donc sur ce territoire, on a 2 agriculteurs volontaires qui étaient impliqués, issus des réseaux CUMA. 2 agriculteurs, donc c'est effectivement un petit collectif, c'est vraiment à partir de 2 qu'on peut peut-être parler de groupe, qui ont décidé en fait de démarrer cette expérimentation à 2 et d'aller dans un deuxième temps essayer d'agrandir le collectif en allant chercher des voisins pour le compléter. Pour la raison principale que sur leur territoire, ils étaient un peu perçus comme les extraterrestres en termes de pratique. Et donc, ils souhaitaient pouvoir avoir des premiers résultats susceptibles de convaincre les agriculteurs du voisinage avant d'aller vraiment démarcher d'autres agriculteurs pour monter ce dispositif de PSE. D'autres acteurs locaux étaient impliqués, la Fédération départementale des chasseurs, l'association Bretagne Vivante, la collectivité Eau du Bassin Rennais et la communauté de communes de Dinan Agglomération. Sur ce territoire, il y a eu vraiment une multiplicité de méthodes de diagnostic et d'évaluation des services environnementaux qui ont pu être réalisées et qui a abouti à une offre qu'on va appeler de bouquet de services qui couvre vraiment dans l'idée tout l'agrosystème des exploitations.
pour avoir vraiment une offre de services environnementaux qui ne favorise pas la valorisation d'un service au détriment deux autres services environnementaux qui peuvent être rendus par l'exploitation, et vraiment avoir une offre très globale. Donc, cette offre portait à la fois sur l'amélioration et le maintien du bocage, sur le maintien et l'entretien des zones humides fonctionnelles, la préservation des sols et l'amélioration du système de production agroécologique avec réduction des phytosanitaires et d'autres mesures du type de la couverture des sols notamment. Les bénéfices à retirer qui ont pu être identifiés, c'est donc un effet sur la régulation du climat, l'amélioration des paysages, la régulation du cycle de l'eau, la protection de la ressource en eau potable, qui était un enjeu très fort sur ce territoire, et la préservation de la biodiversité. Ce qu'on a pu observer sur ce territoire, c'est qu'il y a eu un processus des négociations qui s'est tenu entre les agriculteurs et un potentiel demandeur, acheteur de services environnementaux qui était donc la collectivité eau du bassin rennais. Au cours de cette on va dire, année de processus de négociation entre les deux parties, il s'est avéré que la nature publique là, de l'acheteur, qui était donc eau du bassin rennais, était un réel frein à la mise en place d'un contrat vraiment expérimental de PSE. Tout simplement parce que pour des raisons de compétences de la collectivité quand même assez centrées sur forcément la production de la ressource en eau et sa préservation, l'idée d'une offre globale de services environnementaux sur tout l'agrosystème ne pouvait pas forcément correspondre à cette compétence limitante en termes de dépenses notamment. Comme on a pu vous en parler un peu plus tôt, différentes contraintes en termes de contractualisation pure et dure pour un contrat vraiment expérimental, de devoir mettre en place des mécanismes d'une certaine lourdeur, on va dire, juridique, avec des options soit de subvention, soit de commande publique. Donc finalement, ce processus de négociation sur ce territoire n'a pas abouti. Et actuellement, les deux agriculteurs qui sont toujours assez convaincus par leur offre et intéressés, essayent de se rapprocher d'autres groupes d'agriculteurs dans la région de Dinan Agglomération pour avoir plus de poids et pouvoir continuer leur démarche. Le troisième territoire, donc le territoire situé dans le sud Mayenne, où là on va retrouver une offre globale agrosystème qui est vraiment extrêmement similaire à celle que j'ai pu vous présenter sur les territoires de la Haute-France. Par contre, le contexte, notamment des acteurs locaux, était un peu différent, au sens où là, on avait vraiment un collectif d'agriculteurs, de 5 agriculteurs volontaires issus de différents réseaux agricoles. Initialement, ils étaient plus nombreux, mais il y a eu tout au cours du projet des départs et des arrivées de nouveaux agriculteurs. Et donc, on a terminé là sur la dernière année du projet avec 5 agriculteurs fixes volontaires. Et d'autres acteurs impliqués, donc le groupement d'action locale du Sud Mayenne, le syndicat de bassin de Loudon, la SIC Mayenne Bois Énergie, la Fédération régionale des chasseurs, l'association Mayenne Nature Environnement et le collectif citoyen Sud Mayenne en transition. En termes de résultats, il y a une réelle coopération territoriale qui a pu s'installer entre ces différents acteurs. C'est-à-dire que l'offre de services environnementaux est bien partie des idées des agriculteurs de vouloir couvrir encore une fois l'ensemble de leur agrosystème pour ne pas favoriser un service environnemental au détriment d'autres, mais c'est fait en accord avec l'ensemble des acteurs et avec la mise sur la table de l'expertise de ces différents acteurs pour pouvoir accompagner les agriculteurs dans la production de leur cahier des charges. Il y a également une première méthode de calcul du prix qui a pu être proposée et un début de réflexion autour de la structuration du dispositif PSE en tant que tel, c'est-à-dire d'opter pour la création d'une structure intermédiaire qui prendrait probablement la forme d'une association loi de 1901 pour faire le lien entre les potentiels acheteurs de services environnementaux et le groupe d'agriculteurs vendeurs de services environnementaux. Actuellement, cette réflexion se poursuit avec également le démarrage du premier démarchage d'acheteurs via des entreprises privées du territoire. Et donc, les agriculteurs restent pour l'instant mobilisés sur ce projet pour donner suite, malgré que le cadre initial d'expérimentation de la PSE soit terminé au mois de juin.
Enfin, le dernier territoire, donc le territoire de la vallée de la Seiche, situé au sud de Rennes, qui est un des bassins versants où les masses d'eau sont le plus dégradées encore actuellement en Bretagne. On a donc un groupe de 6 agriculteurs volontaires issus de réseaux CIVAM et GEDA 35 qui ont décidé de travailler, eux, sur un point qu'ils ont, au fur et à mesure de leur discussion, et ils sont vite aperçus que ce qui les reliait tous et ce qui les motivait tous, c'était vraiment de travailler autour de l'arbre et du bocage, qui est un enjeu assez déterminant sur ce territoire, notamment pour la restauration de la qualité de l'eau. Ils ont pu travailler avec d'autres acteurs, la Fédération des chasseurs, le collectif Bois Bocage 35 et le bassin versant de la Seiche, ainsi que l'association Bretagne Vivante. Donc, le cahier des charges auquel ils ont abouti repose sur des services environnementaux de restauration donc du bocage, des continuités bocagères et de l'amélioration et de la fonctionnalité écologique des haies à travers la mise en place d'une bonne gestion des haies. Pour cela, ils ont décidé de se baser sur le cahier des charges du label haie, qu'ils ont décidé d'agrémenter de quelques autres critères supplémentaires relatifs à leur système, notamment avec une limitation de la taille maximum des parcelles, des champs. Les bénéfices qu'ils ont identifiés qui peuvent être retirés de cette offre de services environnementaux, ça va être la régulation du climat, l'amélioration des paysages, la régulation du cycle de l'eau, la protection de la ressource en eau et la préservation de la biodiversité. À la fin du projet, il y a également eu le démarrage d'une réflexion autour de la structuration du dispositif PSE, qui là aussi consistait en la création d'une structure intermédiaire qui prendrait probablement la forme d'une association de loi de 1901. Et aujourd'hui, les agriculteurs sont toujours impliqués dans la suite de cette expérimentation et souhaitent aller, si possible, jusqu'au bout et continuent à travailler. Il y avait d'ailleurs ce matin une réunion sur le territoire pour travailler avec les acteurs qui étaient déjà impliqués jusqu'ici et d'autres acteurs, notamment des collectivités territoriales, pour pouvoir aller plus loin dans la structuration du dispositif et mettre au point une stratégie pour commencer à démarcher des entreprises du territoire pour qu'elles puissent se positionner en tant qu'acheteurs de services environnementaux. Voilà, donc pour conclure sur le projet la PSE, donc l'objectif, c'était vraiment de permettre aux agriculteurs et aux collectifs d'agriculteurs d'être acteurs de la valorisation de leurs pratiques en étant à l'initiative réellement de la création de cahiers des charges d'offres de services environnementaux et être identifiés un peu comme les porteurs de ce type de projet sur leur territoire, tout en recréant un lien assez fort avec le reste de la société civile et des acteurs du territoire, en se basant sur les services environnementaux pour faire le pont et recréer du lien et une réelle dynamique territoriale autour de ces sujets-là. Ce qu'on peut tirer comme conclusion générale, c'est que ce projet d'expérimentation qui partait vraiment de zéro a mis plus de temps que ce que les objectifs sur le papier imaginaient, que notamment pour créer du lien entre les acteurs, ça nécessite du temps et de l'énergie. On a pu aboutir, et on vous invite à aller consulter, un guide méthodologique qui retrace vraiment les enseignements du projet, rassemblés en 3 parties que vous pouvez voir là sur la slide. La première étape, comment mobiliser les acteurs, que ce soit les agriculteurs, les autres acteurs, et instaurer vraiment une dynamique et un réseau de pluriacteurs, une réelle dynamique de travail entre eux. La deuxième étape qui va être plus centrée sur la construction en tant que telle du PSE, avec l'identification des enjeux territoriaux auxquels il pourrait être intéressant de répondre, la construction d'une offre qui va répondre à ces enjeux et qui aborde en quelques points la négociation. Et enfin, pour terminer, là, on va plutôt être sur des préconisations parce que dans le cadre du projet la PSE, on a juste effleuré ce sujet-là, on n'a pas pu aller vraiment jusqu'au bout. La pérennisation d'un dispositif de PSE avec une définition des rôles et fonctions qui sont à prendre en charge dans le cadre de la création d'un dispositif de PSE et la piste de la création d'une structure dédiée pour l'hébergement d'un tel dispositif. Voilà, ce guide a été rédigé par les partenaires du projet la PSE, notamment
l'INRAE, TRAM, l'ESA d'Angers et l'AFN CUMA. La cible principale, ce sont bien évidemment les agriculteurs et collectifs agricoles qui sont intéressés par ces démarches de PSE et leurs accompagnateurs, animateurs et conseillers, et plus largement à tout un chacun qui s'intéresse à la question des PSE. Voilà, merci de votre attention et on va prendre évidemment vos questions s'il y en a sur l'ensemble de la présentation et peut-être plus particulièrement sur le projet de la PSE. On a une question de Mme Bigot. Alors, deux questions. Alors, première question très intéressante. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment donner une réponse très claire, mais peut-être quelques éléments de réflexion sur vous semble-t-il plus facile d'avoir un PSE focalisé sur un service plutôt que sur un bouquet de services qui rend plus difficile l'intervention de structures publiques spécialisées. Vous faites peut-être référence notamment à ce qu'Hélène évoquait sur la outrance, où effectivement le fait d'avoir un potentiel acheteur public dont les compétences relèvent de la qualité de l'eau. Est-ce que du coup, avoir un seul service, c'est pas plus lisible ou plus facile pour attirer ce type d'acheteur? Je pense que ça dépend aussi, il me semble qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux propositions. C'est vrai que quand on a un seul service, bien, ça peut permettre de focaliser, on va dire, les efforts pour caractériser ce service au lieu de plusieurs services. Ça peut peut-être permettre d'avoir une offre plus lisible et de mieux cibler l'acheteur ou les acheteurs qui seraient intéressés par ce service. Finalement, c'est un petit peu un service à la carte. Et puis, après, l'inconvénient, c'est que, ou l'avantage, parce que évidemment, c'est lié du bouquet de services, c'est que même quand on vend ou qu'on ne propose, entre guillemets, qu'un service, malgré tout, la nature n'est pas... Les compartiments que nous, on fait pour analyser, pour mieux comprendre, pour mieux conceptualiser, enfin voilà, n'a pas de réalité. Les différents services écosystémiques sont liés. Et puisque... Enfin, on l'a bien vu, il y a les actions, les impacts sur les écosystèmes et ensuite seulement on a les services. Et donc cet écosystème, il impacte différents niveaux de services écosystémiques. Et donc, quand on rend un service, on impacte aussi la fourniture d'autres services écosystémiques, même si ce n'est pas forcément sur eux que, par exemple, une collectivité d'eau va pouvoir davantage impacter. Et le fait de proposer une offre de service, ça a quand même l'intérêt de prendre en compte finalement les différentes externalités que peut avoir une même action, que peut avoir un ensemble d'actions menées par l'agriculteur. Et donc d'avoir quelque part, d'une part, un service peut-être un peu plus cohérent dans sa globalité, d'autre part, d'éviter ou de rendre explicite des arbitrages entre différents services. Alors, je vais proposer un exemple anecdotique, mais qui est tiré de l'un aussi d'expérimentation, où sur une des exploitations, il y a toujours d'ailleurs une frayère à brocher. Et un type de service qui peut être rendu et qui pourrait intéresser par exemple l'association de pêche, qui d'ailleurs pêche dans cette frayère, ce serait de faire en sorte non seulement de maintenir cette frayère, mais qu'il y ait peut-être davantage de poissons. Ce qui peut attirer les poissons, c'est d'augmenter un petit peu le taux de nitrate. C'est un de... On a des partenaires dans le projet qui nous faisaient remarquer ça, puisque eux, ils sont spécialisés dans la pisciculture. Et ils nous disaient, bah oui, si vous voulez améliorer votre frayère ou si vous voulez bien la maintenir, il faut conserver des nutriments.
pour les poissons, mais ça peut avoir un désavantage, surtout quand on est dans une zone qui est très sensible à la pollution, qui a déjà de gros problèmes de pollution. On a très clairement, alors là c'est carrément un objectif réglementaire qui est presque contradictoire avec ce que pourrait être l'amélioration du service ici récréatif, que serait l'amélioration de la population de brochets dans cette rivière. Alors, mais voilà, ce petit exemple anecdotique pour montrer que quand on vend un seul service, eh bien, des fois, ça peut empêcher d'avoir un arbitrage sur les différents niveaux de service à un même endroit et éventuellement d'avoir des impacts pas forcément positifs sur d'autres aspects. Et enfin, troisièmement, comme on rend en fait rarement un seul service, y compris service écosystémique, ce qui fait qu'on se retrouve encore avec des services rendus pas récompensés ou qui seront moins récompensés parce qu'on ne prend pas en compte tous les bienfaits qui sont rendus par une même action. Donc, ce n'est pas forcément non plus toujours à l'avantage de l'agriculteur. Mais là encore, j'ai utilisé encore ce mot parce que finalement, dans la construction d'un PSE, c'est toute une série d'arbitrages en fait qui sont faits par les acteurs. Est-ce qu'on fait plutôt une offre de service? Est-ce qu'on fait plutôt un seul service plus lisible? On va peut-être capter plus facilement certains acteurs qu'on va pouvoir flécher directement sur ce type de service. Est-ce qu'on peut avoir un bouquet de services et puis le découper, même si ça reste assez artificiel? Voilà, c'est plusieurs options qui peuvent être discutées à la fois au sein des collectifs agricoles quand ils existent, et puis aussi avec d'éventuels acheteurs. Ça fait partie aussi de la négociation. Alors, c'est moins une réponse que des éléments de réflexion. Et puis, je continue, Mme Migaud, en disant, est-ce qu'une suite du projet est prévue? Est-ce qu'on recherche de nouveaux territoires et collectifs d'agriculteurs à accompagner dans la mise en place de PSE? Alors là, je vais peut-être laisser ma collègue Hélène répondre sur la suite du projet. Oui, d'une certaine façon. Parce que les collectifs poursuivent leur réflexion. Oui, tout à fait. On a effectivement, à part le territoire de Brest qui était quand même assez à part et sur lequel il y avait déjà un contrat mis en place avant même que l'expérimentation débute. Sur les 3 autres territoires, les agriculteurs ont fait connaître leur volonté de pousser un peu plus loin l'expérimentation, d'aller jusqu'au bout des objectifs qui étaient fixés au démarrage pour vraiment essayer de monter ce dispositif de PSE territorial. Et donc, maintenant, le souci principal pour Tram et certains partenaires du projet de la PSE qui sont toujours intéressés pour le suivi de ces territoires, c'est de trouver bien des financements pour accompagner ces collectifs qui, pour l'instant, sont encore dans une phase expérimentale dans laquelle ils n'ont pas forcément encore de structure créée qui peut bénéficier de moyens financiers. Et donc, pour pouvoir poursuivre cet accompagnement, il nous faut trouver un cadre de financement qui permette un accompagnement pour aller un peu plus loin sur ces sujets-là. Alors, quand tu parles d'accompagnement, finalement de recherche de financement, je pense que ça rejoint d'une certaine façon le commentaire suivant qui dit la recherche des méthodes d'évaluation des services environnementaux semble être particulièrement importante. Qui porte cette recherche? Est-ce qu'il s'agit du collectif des agriculteurs? Elle semble assez importante et assez lourde en temps également. Et tout à fait, et ça rejoint la problématique qu'on évoquait en tout début de présentation de ces fameux coûts de transaction, parce que tout ça, finalement, c'est des coûts de transaction qu'il faut aussi un petit peu anticiper et qui peuvent être plus ou moins importants, justement, selon la complexité du service rendu, la complexité de l'indicateur qui va être envisagé, s'il n'existe pas déjà. Et quant à savoir qui porte cette recherche, ça peut dépendre effectivement
ça peut être le collectif d'agriculteurs. S'il y a des financements ou s'ils réussissent à capter des financements, ben, ça peut être fait dans le cadre de projets de recherche. Je pense que ce n'est pas forcément un hasard si, par exemple, les associations Allium et Solenat, au départ, c'est des projets de recherche, parce que ça permet quand même d'absorber une partie importante de coûts de mise en œuvre et de mise en place de ces paiements, de ces dispositifs de paiement pour services environnementaux. Après, ça explique aussi pourquoi dans certaines initiatives, y compris celles qu'on vient de vous présenter dans le cadre de la PSE, on peut s'inspirer de cadres qui existent déjà. Ça permet justement une certaine économie en termes de mise en place et d'élaboration des indicateurs. En lien aussi avec un participant qui évoque l'implication des entreprises à des stades relativement, à relativement court terme ou relativement tôt dans la démarche, ça peut être effectivement de discuter avec eux de certains indicateurs, puisque certaines entreprises qui ont des dispositifs, des politiques de RSE un petit peu aboutis ont souvent quand même des indicateurs, des mesures, et donc ça peut permettre aussi de mettre en face éventuellement certains services environnementaux, et puis, ou en tout cas d'avoir une base de discussion pour construire des indicateurs. Et puis on peut très bien penser, et ça c'est aussi lié à la diversité des formes que peuvent prendre les paiements pour services environnementaux, que certaines entreprises ou certains acheteurs ne vont pas forcément demander des indicateurs extrêmement coûteux, ou vont se satisfaire d'indicateurs qui existent déjà et qui sont relativement simples. Ça dépend aussi les objectifs et les ambitions de chacun lorsqu'un tel contrat est contractualisé et mis en place. Mais effectivement, ça peut être une partie qui peut être assez coûteuse, à la fois en amont et puis pendant le projet, puisque il y a aussi des aspects de contrôle, de suivi des mesures qui peuvent être plus ou moins contraignants. Alors, une question, voilà, qui évoquait donc, à laquelle je faisais un petit peu référence d'affaire Sivam sur n'y aurait-il pas intérêt à mobiliser les potentiels acheteurs privés dès la première étape pour les intégrer dans la construction du PSE, surtout si ce sont des entreprises du territoire. Alors ça, justement, Hélène pourra compléter, mais c'est un point qu'on aborde dans le guide. Cette question, effectivement, de savoir quand est-ce que ça peut être le plus opportun d'intégrer certains acteurs dans la démarche. Et là, ça peut aussi dépendre, je pense, de la taille déjà du collectif d'agriculteurs, et aussi de si eux s'entendent déjà sur la philosophie qu'ils veulent donner au PSE ou pas, et de leur capacité aussi à attirer les entreprises. Il y a certains agriculteurs, notamment dans notre collectif, qui, pendant tout un moment, ne se sentaient pas à l'aise de démarcher une entreprise. On a le cas d'autres collectifs qui ne font d'ailleurs pas partie du projet la PSE et qui sont allés très tôt dans leur démarche aller voir des entreprises. Et finalement, c'était peut-être un peu trop tôt dans la mesure où le contact n'a pas non plus pu être... a été pris, mais ça n'a pas donné lieu à une réelle coopération, probablement parce que la demande n'était peut-être pas encore assez claire ou assez fine. Enfin, il y a quand même un timing qui semble assez fin par rapport au moment où intégrer les entreprises. Mais effectivement, ça peut être pertinent de mobiliser, de ne pas forcément attendre très longtemps pour mobiliser certaines entreprises. Ça va aussi dépendre de leur sensibilité et puis de leur posture en termes de co-construction, des attentes aussi de chacun. Je ne sais pas si Hélène...
Non, je crois que tu as bien. Tu as d'autres éléments. Enfin, voilà, c'est. Oui, la personne la mieux placée pour y répondre, ça aurait été notre collègue Sandra, qui était vraiment l'animatrice de ces groupes tout au long du projet. Mais je pense qu'effectivement, en tout cas, la première étape qui était importante, c'était vraiment que déjà les agriculteurs des territoires arrivent à faire collectif dans un premier temps, avant d'introduire d'autres acteurs. Après, effectivement, sur la question de savoir s'il aurait été plus pertinent d'intégrer notamment des potentiels acheteurs au processus d'élaboration du dispositif, on ne peut faire que des suppositions. On n'a pas pu l'expérimenter sur aucun des territoires, donc c'est difficile de se prononcer là-dessus. Alors ensuite, le commentaire de Monsieur Lhomme sur le fait peut-être d'abord d'articuler les dispositifs entre eux, territoire engagé pour la nature, entreprise engagée pour la nature, puis éventuellement passer au PSE ou mécénat. Alors, sans saisir parfaitement le propos, enfin, disons que je crois le saisir un petit peu. Alors là, évidemment, on vous présente les paiements pour services environnementaux, mais ce qui d'ailleurs fait partie des premiers éléments du guide, c'est avant évidemment de se lancer dans une démarche de PSE, ce qu'on propose, parce que comme on l'a largement évoqué, il y a des coûts de transaction qui peuvent être importants, la définition des indicateurs, ce n'est pas forcément simple, impliquer d'autres acteurs, ce n'est pas forcément simple non plus. L'idée, c'est de voir par rapport à la problématique identifiée, par rapport à ce qu'on veut proposer, de d'abord vérifier s'il n'y a pas déjà des initiatives, des dispositifs qui existent déjà, et qui peuvent correspondre aux aspirations des agriculteurs ou aux problématiques qui sont identifiées. Ça fait un peu partie on pense, de la première étape. Déjà, ça peut être, si on reprend un petit peu un langage un peu entreprise, d'une manière d'étudier la concurrence d'une certaine façon, et puis aussi d'être efficace par rapport à l'investissement qu'on pourrait éventuellement faire. Alors, du coup, Monsieur Lhomme, je ne sais pas si vous voulez intervenir avec la main levée. Oui, en fait, par rapport aux entreprises, l'idée, c'est plutôt de bien connaître le territoire et de voir ce qu'on peut faire avec eux. Aller les chercher pour acheter un service écosystémique, on ne va pas forcément trouver d'écho s'ils n'y voient pas eux-mêmes leur intérêt. Alors qu'on peut très bien travailler et développer un partenariat avec eux en trouvant un débouché pour les produits de ces PSE. Par exemple, de la restauration de haies ou de la mise en place de cultures BNI. Si on a une entreprise qui a une chaudière biomasse, ça peut être intéressant comme élément supplémentaire de motivation pour développer en plus un PSE qui rémunère un agriculteur qui va développer du linéaire de haies ou je dis n'importe quoi, du miscanthus, des choses comme ça. Pareil, de trouver une filière pour la rénovation de logements à base de matériaux biosourcés, qui sont aussi en bas niveau d'intrant. Oui, tout à fait. Finalement, ça fait partie d'une espèce de cartographie aussi des acteurs. D'ailleurs, qu'on encourage à faire justement avant de se lancer dans les dispositifs, à la fois cartographie donc, des dispositifs qui peuvent déjà exister, des acteurs qui existent déjà, pour voir s'il y a effectivement d'éventuelles synergies qui peuvent se faire, potentiellement avec des acteurs aussi qui pourront plus facilement comprendre de quoi il s'agit. Très bien. Alors, nous avons des participants qui nous quittent, que nous remercions d'être restés avec nous pendant ce webinaire. Et puis, aussi une question, donc, pour rester sous forme de PSE privé, peut-on imaginer la création d'une association avec comme adhérent la collectivité qui souhaite développer les paiements pour services environnementaux et les agriculteurs bénéficiaires, voire même des entreprises acheteuses? Et là, je vais très lâchement laisser la parole à Hélène, donc, qui est juriste de formation et puis qui a suivi d'assez près justement la création des associations donc, sur 2 de nos territoires. Et c'est effectivement typiquement le genre de questions qui s'est posé au sein des collectifs. Oui. Donc, sur les 2 territoires sur lesquels il est prévu de monter une association, on est vraiment effectivement dans ce modèle-là, c'est-à-dire avoir une association
qui regroupe pas uniquement les agriculteurs, mais des représentants des différents acteurs qu'on peut avoir sur le territoire, notamment les collectivités, et également, si possible, des représentants des entreprises qui pourraient être financeurs. C'est vraiment l'objectif qui est poursuivi et l'étape qui est en cours actuellement sur ces territoires-là, c'est d'arriver à ce résultat-là, avec une répartition de la gouvernance de l'association en différents collèges, dont les représentants de ces différents collèges et donc de ces différents acteurs participeraient notamment au conseil d'administration et à la prise de décision dans ces associations. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires. Alors, je crois qu'effectivement, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, on vous enverra le PDF de la présentation. Évidemment, si vous voulez échanger par ailleurs, ultérieurement, vous avez nos contacts. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et puis d'y avoir participé avec vos questions et vos commentaires, ce qui nous permet à nous aussi d'enrichir notre réflexion. Du coup, merci beaucoup à tous. On va mettre un terme à ce rendez-vous R&D. On espère que ça vous aura été utile. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter par la suite. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine à tous. Au revoir.